Chers amis, on continue dans la joie et la bonne humeur. On en profite d'autant plus que confinement oblige bientôt. Je vais ressembler à un Playmobil. Et nous faisons, alors je ne l'ai pas mis, mais c'est la partie numéro 4. Nous faisons le debrief, le débriefing en bonne prononciation française de tout ce qu'on a fait avec Nicole dans les 3 précédentes leçons. Donc il y avait la partie 1, c'était la dictation. Partie 2, c'était la correction de la dictation. Vous l'avez compris, dictation, c'est dicter en anglais. Et hier, c'était la mini-interview. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est très différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est un nouveau format que là aussi le confinement nous a permis de tester. Donc, grâce à vos retours, on va continuer. Et donc, j'ai déjà prévu 2 autres séries que vous allez avoir normalement la semaine prochaine. Non, en fin de semaine et la semaine qui va venir après. OK? Le son n'était pas parfait, la qualité de la vidéo aussi. Mais c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que ça vous entraîne à faire de l'anglais dans les conditions réelles. Donc, profitez-en. D'ailleurs, profitez-en aussi pour vous abonner à cette… Oui, vous me voyez venir avec mes immenses gros sabots. Abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et profitez-en aussi, si vous ne l'avez pas fait, pour récupérer votre kit complet. Je vous laisse découvrir le cours pendant ce temps. Pour ceux qui connaissent déjà, le kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet 37 pages illustrées concrètes. Pour le télécharger, c'est très simple. Il arrive dans votre boîte email. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est en description de la vidéo. Alors, il y avait 6 éléments qui sont autant de phrases, sauf pour celui-ci, où là on a un simple adverbe, dirais-je, qui sont autant de phrases issues d'un anglais, mais d'un anglais vraiment authentique, sur lequel nous, francophones, on pourrait soit faire des erreurs, soit lorsqu'on va vouloir exprimer l'idée qui est contenue ici, on va buter parce que ce n'est pas intuitif de passer, dans ces cas précis, du français, d'ailleurs comme souvent, du français à l'anglais. Donc la première chose, et je vous conseille vraiment de les apprendre, alors ça dépend effectivement de votre niveau. Si par exemple vous êtes grand débutant, vous n'avez pas besoin de connaître la phrase numéro 2, ni même la phrase 3, 4, mais celle-ci, il faut la connaître, celle-ci, il faut la connaître. Et celle-ci, vous n'êtes pas obligé de la connaître, mais ça serait bien. Pardon, si vous êtes grand débutant, mais en tout cas, tout ce que je vais vous montrer ici, première chose, il faut le comprendre. Deuxième chose, vous arbitrez ce qu'il y a à retenir en fonction de votre niveau. Je viens de vous donner des indications à cet égard. Each day is pretty much the same. Donc, pretty, ça signifie aussi joli, ok? Pour un homme ou pour une femme d'ailleurs. Pretty boy, pretty girl, ok? Là, vous avez 2 T. Et vous savez que les T, coronavirus ou pas, ils subissent un destin funeste, à savoir que lorsqu'ils sont entre 2 voyelles, je me disais en fait en même temps que ma blague, enfin pas ma blague, ma tentative de faire de l'humour était vraiment mauvaise. Je m'en excuse par avance. Donc lorsque vous avez 2 voyelles et qu'au milieu vous avez un T ou 2 T, comme c'est le cas ici, en American English, qu'est-ce qui va se passer? Le T est prononcé presque comme un de, ce qui donnera cette impression d'entendre pretty, au lieu de pretty. Donc, typiquement, en British English, on va bien faire le te, pretty, ok? Et en American English, on dira pretty. Ok, guys? Et ici, c'est l'équivalent du E accent grave. Pretty. Ok? Mais là, ce n'est pas un E accent grave. Attention. C'est exactement le même E que dans oseille. Donc, ce n'est pas des. On n'écrase pas le bien plat comme en français. Ce n'est pas des, mais day. OK, guys? Donc, each, voyelle longue. Day is pretty much pas the same, non, the same. Même chose. C'est la même diphtongue ici et ici. Donc ça, c'est pour la prononciation. Vous voyez,
Ce sont des mots, somme toute, honnêtement, je suis sûr qu'ils sont dans les 1000 mots, tous ces mots sont dans les 1000 mots les plus courants en anglais. Mais, il faut toujours faire cet effort de prononciation pour que vous preniez ces automatismes parce que vous le savez, il y a un tel écart entre l'écrit en anglais et la façon dont cet écrit est prononcé. Il y a un tel écart entre les deux, contrairement par exemple à une langue comme l'espagnol, l'allemand ou le russe, où la plupart de ce que vous lisez, la plupart de ce qui est écrit, vous n'avez pas besoin d'entendre et de connaître la prononciation des mots pour savoir à partir de l'écrit que ça va se prononcer comme ça. Ça se fait naturellement, le passage se fait naturellement. Alors qu'en anglais, pourquoi ça, par exemple, ça ne se prononce pas comme un A? Pourquoi ça ne se prononce pas comme, comme l'équivalent du E accent grave en français? Pourquoi c'est A? Ça, il faut l'apprendre et c'est pour ça qu'on fait ce travail de fond au niveau de la prononciation. D'accord? C'est hyper important. Donc, répétez cette phrase, s'il vous plaît, et après, on va la déchiffrer ensemble. Je vous rassure, on ne va pas passer autant de temps sur les 6 autres. Sinon, on y est encore post-confinement. Je vous avais prévenu, c'est la leçon des blagues pourries. Each. Oui, mais il faut répéter quand même. Vous ne l'avez pas fait. OK. On recommence. Désolé pour ceux qui l'ont fait. Each day is pretty much the same. OK? Alors, chaque jour est quasiment le même. Si je traduis littéralement. Chaque jour est quasiment le même. En fait, c'est les jours qui passent sont quasiment identiques ou chaque jour est quasiment le même, sous-entendu que les autres, que le précédent. OK? Pretty much the same, ça veut dire quasiment le même, quasiment les mêmes, quasiment identiques. Et ça, c'est à retenir, chers amis. Every day, each day, même chose. Chaque jour. Mais moi, je préfère, quand on veut vraiment mettre l'accent sur chaque jour, l'un après l'autre, comme une unité plus une unité, c'est-à-dire un jour plus un jour, j'aime bien utiliser each qui permet de bien séparer, c'est vraiment chaque, d'accord? 1 plus 1 plus 1 plus 1, d'accord? Là, vraiment, on met l'emphase sur le fait que c'est un élément plus un élément plus un élément, que ce n'est pas un tout. Donc, on pourrait dire every day, ok, mais bien séparé par contre. Hein? Si on met, parce que vous pourriez aussi avoir ça. Every day, c'est un adjectif qui veut dire de tous les jours. Par exemple, my everyday routine, ma routine journalière. Je vous le mets ici. Je vais essayer d'être un peu plus concis. Parce que là, je vois que vous avez beaucoup d'informations. Mais encore une fois, honnêtement, sont vraiment, et j'essaye aussi d'anticiper vos commentaires dessous. Il y a beaucoup d'informations, mais vous pouvez, revisionner la vidéo et surtout, vous avez des questions, des commentaires. Bon, ça, vous les mettez juste en dessous, vous n'hésitez pas. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que tout ce que je vous donne ici, c'est vraiment des choses fondamentales. Je sais que ça fait beaucoup, mais franchement, c'est vraiment fondamental. Et c'est fait pour vous, surtout si vous êtes francophone. Parce qu'on n'apprend pas l'anglais de la même façon quand on est francophone que lorsqu'on est par exemple allemand ou évidemment scandinave, etc. Okay? I'm applying for a new job. Je me porte candidat pour un nouveau travail. Alors souvent en français, on a tendance à faire un anglicisme, à utiliser un anglicisme, à savoir je candidate pour un nouveau travail. C'est plus court, ça ressemble beaucoup au français, donc on se jette droit dedans. Mais ça serait plutôt, entre guillemets, en bon français, et je sais que certains d'entre vous y tiennent et vous avez bien raison, je me porte candidat pour un nouveau travail. Mais, il faut faire très attention, c'est to apply. Et voyez ici, le fait d'utiliser notre présent progressif, à savoir l'auxiliaire être plus le verbe en ing, ça montre que là, je suis dans le processus de porter ma candidature pour un nouveau travail. Donc, là, dirais-je familièrement, je cherche du taf. Je cherche de quoi subvenir à mes besoins. Je cherche un travail. I'm applying for a new job. Donc ici, to apply for, c'est se porter candidat pour un nouveau travail. Si vous voulez dire je cherche, là je suis en train de chercher un nouveau travail. I'm searching et attention, c'est un transitif indirect, c'est-à-dire que l'objet
a new job, il faut l'introduire non pas directement après le verbe, c'est pour ça qu'il est transitif, c'est-à-dire il y a un élément après le verbe, a new job, mais indirect. Pourquoi? Parce qu'il y a une préposition. S'il n'y avait pas la préposition, ce serait un verbe transitif direct. Okay? Transitif qui veut dire il y a un objet derrière, direct, sans préposition, indirect, avec préposition, comme c'est le cas ici. I'm searching for a new job. Alors, c'est new, comme ceci, en British English, new, you, new. Et c'est juste un oulon en American English, a new job. OK? YouTube, 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 tube, et pas tube. OK? Tube, c'est British English, tube, c'est American English. I'm searching for a new job. Et c'est voyelle longue, hein? Vous ouvrez bien la bouche. Job. I'm searching, searching. Il ne faut pas faire searching. Ce n'est pas le searching. Non, searching. On l'entend, cette fin de mot, mais elle reste atténuée, chers amis. I'm searching for a new job as a principal. Je cherche un nouveau travail comme principal. OK? Principal ici étant directrice d'un collège. OK? Et faites bien attention, on met l'article, on ne le met pas en français. Vous voyez, c'est pour ça que c'est du français, alors j'espère que c'est du français authentique. D'ailleurs, Français Authentique, très bonne chaîne si vous apprenez le français. Donc, Johan, je te salue. Je ne sais pas si tu verras cette vidéo, mais si vous apprenez le français, allez voir Français Authentique. Et pour l'anglais authentique, vous avez I Speak Spoke Spoken. Et pourquoi c'est de l'anglais authentique? Parce que c'est de l'anglais de tous les jours, mais c'est aussi de l'anglais dans lequel nous, francophones, typiquement, on dirait I'm searching for a new job as principal. Ah non, voilà, il faut mettre l'article. Vous voyez? Ça, c'est les petites choses à savoir que vous pouvez noter par cœur dans votre cahier d'apprentissage qui font toute la différence entre un bon anglais et un anglais, entre guillemets, mauvais. Et ce n'est pas « I'm seeking for a new job ». Non. Quand on cherche quelque chose, là, pour le coup, par exemple, un travail, ça va être « search ». I'm searching for a new job as a principal. OK? Ensuite, pour dire je vise juillet pour trouver un travail. To find a job. I'm aiming for July. Là aussi, viser quelque chose, en français, c'est un transitif indirect, c'est-à-dire que vous avez votre objet derrière et il n'y a pas de préposition. Transitif indirect, là, c'est un transitif direct, pardon. Là, c'est un transitif indirect. C'est to aim for, viser quelque chose, chercher quelque chose, to search for. Se porter candidat à ou pour. To apply for. Faites bien attention à chaque fois à ces trois prépositions qui sont vraiment particules, qui sont vraiment, entre guillemets, dangereuses. Donc, faites bien attention. I'm aiming for July. Je vise juillet. Ça, c'est plus d'un niveau to aim. Bon niveau B1, niveau B2. OK? Donc, si vous êtes débutant, vous pouvez l'oublier. Par contre, vous faites bien attention, c'est aim, pas M. C'est pas M comme j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez à I Speak Spoke Spoken. Non, c'est aim. OK? C'est le A de Osei. Oui, j'en loupe pas une. I'm aiming for July. July. Et vous faites traîner la fin du mot, puisque l'accentuation, elle se trouve sur cette seconde syllabe. July, July. Il faut vraiment le faire comme ça. Si vous voulez bien prononcer, c'est pas je me la raconte, je la fais vraiment à l'américaine. Non, c'est la bonne prononciation en anglais. C'est très, très important culturellement. Là, c'est même plus de la linguistique, de la phonétique, etc., de la phonologie. Non, c'est vraiment culturellement, pour nous, francophones, on a parfois, pas toujours, il ne faut pas que je caricature non plus, mais on a parfois l'impression que dès qu'on va ouvrir un peu la bouche pour prendre un accent qui serait ce qu'on considère comme être proche, ou en tout cas où on sent que la personne elle a fait un effort, ah là là, il se la raconte un peu, il se la pète, dirais-je familièrement. Non, c'est vraiment comme ça, ça se prononce de cette façon et c'est tout à fait normal de dire July et pas faire July, non. July. July. OK, guys? I'm aiming for July. Et pas I'm aiming for July.
Parce que là, la personne, elle entend parce que c'est tout plat pour un Américain ou pour un anglophone de manière générale. Royaume-Uni, pareil, Australien, Néo-Zélandais, Singapourien, Afrique du Sud, etc. J'en passe des meilleurs, sans oublier nos amis canadiens. Ça ne marche pas si vous dites I'm aiming for July. La personne, pour elle, c'est dur parce que son oreille n'est vraiment pas du tout, elle n'est pas habituée à quelque chose de plat. De la même façon que nous, on n'est pas habitué à toute cette amplitude que vous avez en anglais quand vous dites I'm aiming for July. Vous voyez? I'm aiming for July. OK? Bon, ensuite, actually, vous savez que c'est en fait, actually, quand vous voulez faire un A court, surtout en début de mot, il faut penser que votre mâchoire, elle va vers l'arrière en fait. Il ne faut surtout pas aller dans ce sens quand vous faites le son parce que quand vous n'avez pas de barrière physique, ici vous avez votre colonne vertébrale, du coup vous êtes coincé et vous avez tendance à faire une voyelle longue. Actually, non, ça ne marche pas. C'est une voyelle courte, ce n'est pas une voyelle longue. Actually. OK, guys? Puisque vous avez l'accent tonique ici, donc on entend bien ce A court, c'est en fait à la base. Et vous avez cet adverbe qui est constamment employé en anglais et que vous devez absolument connaître. Et on retrouve encore cette sacro-sainte, décidément celle-ci, on la voit partout, même ici, diphtongue, le A comme dans osei, basically. Basiquement, donc en fait, à la base, qui est tout le temps utilisé en anglais. Donc, profitez-en. Vous pouvez la mettre quasiment à toutes les sauces. Basically, ça vous permet de faire respirer votre phrase, de respirer aussi intellectuellement, même si ce n'est pas forcément extrêmement élégant d'un point de vue purement stylistique si nous sommes puristes. Mais ça vous donne du temps pour réfléchir. Et c'est aussi ce pourquoi les mots de liaison dans n'importe quelle phrase sont précieux dans une langue, chers amis. Vous l'avez peut-être noté, ne serait-ce qu'intuitivement. Ensuite, et là, faites attention. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Qu'est-ce que tu fais comme ton travail? Je les mets maintenant comme travail. What's your occupation? OK? What's your occupation? Vous savez les mots, alors c'est une des rares règles simples pour trouver la place de l'accent tonique en anglais. Les mots qui se terminent en tion, comme attention, occupation, pour le coup, vous avez l'accent tonique qui est juste avant et on a toujours la diphtongue A, occupation. Et là, comme c'est un mot assez long et pour lequel l'accentuation repose sur la dernière, en tout cas la dernière partie du mot, on rééquilibre en fait, les anglophones rééquilibrent un peu en mettant une sorte de demi-accent tonique. En fait, c'est un accent tonique secondaire qui est moins fort que celui-ci, mais il est tout de même présent pour rééquilibrer un peu les choses. Et donc, cette voyelle longue est un peu plus accentuée que cette partie ici. Occupation. OK, guys? What's your occupation? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et pas what is your work? Je vous en ai parlé la semaine dernière sur Instagram. C'était vendredi. J'espère d'ailleurs que vous suivez la page Instagram de I Speak Spoken sur lequel vous retrouvez des courts extraits que j'enregistre juste derrière. Vous ne le voyez pas. Mais juste ici, généralement, ça dure 1 minute ou 2 et je reprends ce que vous voyez dans les vidéos YouTube ou des anecdotes que vous m'envoyez par message privé, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram. What's your work? Ça ne marche pas. Et je l'ai déjà vu dans des cahiers d'exercice anglophones, pour apprendre l'anglais, pardon, fait par des Français. J'ai demandé confirmation par prof américaine, par un prof français d'anglais, enfin un prof qui est français d'anglais, ok? Ça ne marche pas, on est bien d'accord. What's your work? Non. What do you do for a living? What do you do for a living? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ou what's your occupation? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? What do you do for a living? Donc tout ça, en fait, tout ce que vous avez ici, on l'a vu, on l'a vu et revu aujourd'hui et on l'a vu dans la vidéo hier avec Nicole pour l'interview. D'ailleurs, j'espère que le petit tableau interactif, ça vous a plu. Apparemment, ça a été le cas, donc tant mieux. What
Parce qu'en fait, à chaque fois que je fais un nouveau format, je me pose toujours, je vous avoue, 3000 questions. Est-ce que ça va vous plaire? Est-ce que la qualité est suffisamment bonne en termes de simplement la forme du cours? Est-ce que le fond, c'est-à-dire ce que vous en retirez, est suffisamment bon, etc. What do you do? What do you do for pardon, a living? C'est toujours, il n'y a toujours pas un petit risque si vous voulez de faire un nouveau format, mais je veux essayer d'améliorer à chaque fois la qualité des cours. Et alors déjà que ça soit cohérent parce que comme je mets une vidéo par jour, c'est très, ça demande une bonne performance de bien maintenir la qualité. Ça, c'est très important d'être cohérent. Donc quand je change, je veux que ça soit, franchement, je veux que ça soit mieux, voilà, tout simplement. What do you do for a living? What's your occupation? Mais pas what's your work? Non. On pourrait dire where do you work? Where do you work? Où est-ce que tu travailles? Mais pas what's your work? Ça, c'est la traduction littérale française. What do you do for a living? What's your occupation? Basically, I'm aiming for July. I'm searching for a new job as a principal. I'm applying for a new job. Each day is pretty much the same. Okay, guys? C'est tout bon? Ça fait beaucoup de gribouillis, beaucoup d'infos, mais visionnez à nouveau cette vidéo si besoin. Si vous avez des questions, vous mettez ça juste en bas. Et honnêtement, là, on a rebalayé beaucoup de fondamentaux de la prononciation notamment. Vous savez à quel point c'est important et du vocabulaire essentiel. Donc, maintenant, vous avez les outils. C'est à vous de jouer. Et si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i, vous avez le lien dans la description juste en dessous. Chers amis, à très vite. À demain. Talk to you tomorrow. Dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!